Ça va, vous allez bien? Ouais. Là, la vraie rentrée commence, là, on parle des choses sérieuses. Désolé vraiment pour tous les gens qui sont dans le couloir. J'espère que vous nous entendez quand même. Et puis, bougez pas, restez là. Quand on va sortir, on viendra discuter avec vous parce que c'est trop dommage. Pour info, on a demandé à changer d'amphi, mais on nous a dit que c'était pas trop la peine. Bon, le président, voilà, comprend qu'on est là aussi pour faire de la politique, que la jeunesse, elle n'est pas là juste pour souffrir en silence, pour étudier ou travailler et se taire, que la jeunesse, c'est l'espoir de notre pays, c'est le cœur battant de notre pays. Et donc, on est venu pour parler des vrais sujets et des sujets qui fâchent. Déjà, merci vraiment d'être aussi nombreuses et nombreux. Quand on est venu ici avec Louis, c'était il y a un peu moins de 2 ans, mais on venait de commencer notre mandat de député. Ouais, on était tout petits. Et du coup, en me disant de quoi j'allais vous parler aujourd'hui, je me suis dit, déjà, ce serait bien de faire le point sur tout ce qui s'est passé depuis 2 ans qu'on est venu ici. J'adore. Ça s'était pas passé il y a 2 ans, déjà. Donc, il y a des choses qui ont déjà été dites, mais ça vaut le coup de le rappeler. En fait, moi, je pensais pas, très honnêtement, je savais que le combat allait être dur, mais je pensais pas qu'on allait voir et qu'on allait assister à une telle accélération de l'histoire, à un tel effondrement du monde et à une telle succession de crises qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se sent obligé de s'inquiéter de l'état du monde et se mobiliser. Donc ça a été dit, l'inflation en général a bien empiré depuis 2 ans. Déjà ici, on voyait certains d'entre vous et d'autres qui ne sont pas là ce soir nous parler des graves problèmes qu'ils rencontraient pour se nourrir. L'inflation, elle fait souffrir tout le monde, mais évidemment, ce sont les plus précaires qui trinquent en premier, et donc les étudiants, les chiffres sur la précarité ont été donnés, c'est absolument catastrophique. Il faut dire que la marque, la patte d'Emmanuel Macron, s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que depuis qu'il est président de la République, depuis 2017, le nombre d'étudiants et d'étudiantes qui ont besoin de l'aide alimentaire en France a doublé. Macron, soi-disant le président le plus jeune de la Ve République, le président dynamique de la Startup Nation, au lieu de préserver l'avenir de la jeunesse, au lieu de leur offrir des perspectives, il les a envoyés faire la queue au Resto du Cœur. Voilà la réalité. Pour les étudiants, il y avait eu des promesses sur les logements, ça a été un peu évoqué. Je ne sais pas si vous savez que seuls 8% des logements Crous qui ont été promis, construits, ont été réalisés effectivement. Voilà à quel point le gouvernement d'Emmanuel Macron tient à notre jeunesse. Ils ont, et ça vous le savez parce que Louis était chef de file aussi sur ce texte, ils ont refusé, rejeté même le repas à 1 euro qu'on proposait pour tous les étudiants et étudiantes au Crous. Ils ont rejeté même ça en nous accusant... C'était quoi qu'ils avaient dit? Ah oui, que du coup le fils de Bernard Arnault pourrait manger au Crous gratuitement grâce à nous, et que du coup c'était vraiment une mesure antisociale, en prenant évidemment tous les Français pour des imbéciles, comme si le fils de Bernard Arnault fréquentait des établissements tels que le Crous. Et ils ont continué à mépriser les étudiants, et j'en prends des exemples très frappants. Il y a eu la crise des agriculteurs qu'on a soutenue parce que leur colère était légitime. Mais à peu près au même moment, il commençait à y avoir les manifestations et les mobilisations et les blocages dans les facultés, notamment pour dénoncer le génocide à Gaza. Le 2 poids 2 mesures de la manière dont ils ont traité la colère des agriculteurs et la colère des étudiants est absolument scandaleux. Alors qu'ils versaient des larmes de crocodile sur la dépression de la jeunesse, sur la pauvreté de la jeunesse, ils envoyaient les CRS dans les facs et jusqu'à Sciences Po, alors qu'ils disaient qu'ils ne pouvaient rien faire contre des agriculteurs qui faisaient exploser des bâtiments publics. Ils ont montré que pour eux, on n'était pas des citoyens de même ordre, que les étudiants n'étaient pas des citoyens de première zone, des premiers de cordée comme ils les appellent, mais ils ont continué dans le mépris, je ne sais pas, donc forcément vous avez dû savoir que pour les Jeux Olympiques, ils ont expulsé de très nombreux étudiants, notamment en Île-de-France, ils leur ont craché au visage en leur donnant 100 balles et un mars, en gros, et en les remerciant de leur service pour le pays. Mais en plus, le pire dans tout ça, c'est que du coup, ils ont filé des logements Crous à des gens qui venaient pour servir pour les JO, notamment des forces de l'ordre. Et que s'est-il passé ? Les forces de l'ordre, elles n'ont pas supporté 2 jours de vivre dans les logements Crous habités par les étudiants. Ils se sont plaints immédiatement en disant qu'il y avait des cafards, que c'était insalubre. Et là, tout de suite, le gouvernement leur a trouvé une nouvelle place, alors que ça fait des années et des années que les étudiants s'époumonnent dans silence pour dénoncer l'insalubrité des logements Crous. Voilà encore une fois le respect qu'ils ont témoigné à la jeunesse de notre pays. Cocktail de précarité et de mépris,
provoque évidemment des résultats aussi sur la santé mentale des étudiants et des étudiantes. Et ça, on n'en parle pas assez, et ce n'est pas une honte, il faut le dire, que tout ça, c'est aussi le fruit des messages qui sont renvoyés à la jeunesse, le fruit des politiques sociales qui sont faites pour la jeunesse. Il y a 4 jeunes sur 10 entre 18 et 24 ans qui sont en dépression aujourd'hui en France. 41% des étudiants françaises et français présentent des symptômes dépressifs. C'est 15 points de plus en 4 ans. C'est une véritable pandémie, on va dire, et personne n'en parle. Les jeunes vont mal, et ils ont toutes les raisons d'aller mal, parce qu'ils vivent dans un monde excessivement angoissant, et que la réponse en face des autorités, de ceux qui sont censés incarner l'autorité, est de nier leurs problèmes, de nier leurs difficultés et de les laisser seuls face à ce mur à la fois de difficultés concrètes, matérielles, réelles, mais aussi de désespoir plus existentiel, j'ai envie de dire, quand on voit l'état du monde. Alors le 30 janvier, rassurez-vous, l'ex-premier ministre Gabriel Attal a dit qu'il allait faire de la santé mentale des jeunes une priorité de son gouvernement. Alors non, ne vous rassurez pas, parce qu'en général, quand le gouvernement dit qu'il va faire de vous une priorité nationale, vous pouvez commencer à flipper très sérieusement. Les femmes en savent quelque chose. On a été la priorité nationale d'Emmanuel Macron depuis 2017, et depuis, on assiste toujours à plus de 300 féminicides par an, donc 90% toujours commis par les conjoints et ex-conjoints de ces femmes, que 2% des auteurs de viols qui sont condamnés, et un président qui finit cette magnifique séquence de lutte pour le droit des femmes en disant que Gérard Depardieu est un honneur pour la France. Donc en fait, limite, il vaudrait mieux pas. Il vaudrait mieux pas qu'il se préoccupe et qu'il fasse de la jeunesse une priorité nationale. Ça risquerait d'être encore pire. Je prends un autre exemple, évidemment, la question du climat, la question de la planète. Alors là, c'est encore pire. Priorité nationale d'absolument tout le monde depuis au moins 15 ans, de tous les gouvernements. Résultat des courses, depuis que nous on est élus, depuis 2 ans, Louis. Tous les signaux environnementaux sont complètement au rouge. La seule chose qui est passée au vert, c'est la couleur des locaux de McDonald's, clairement. Mais c'est vrai, c'est une réalité, c'est terrible de voir à quel point les mots n'ont plus aucun sens dans leur bouche, et tout ce qu'ils érigent en priorité, c'est pour faire exactement l'inverse, et tout ce dont ils ne parlent pas sont souvent les intérêts qu'ils veulent en réalité défendre. Ça a été évoqué par Mathéo, mais évidemment, et vu ce qui s'est passé hier soir, je ne pouvais pas venir aujourd'hui me tenir devant vous sans parler du Proche-Orient, sans parler de Gaza, sans parler du Liban, sans parler du Yémen, sans parler de l'Iran, et même aussi sans parler des citoyens israéliens qui se retrouvent aujourd'hui pris dans l'étau de la guerre que mène Netanyahou, et ça a été dit. Ça, je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient est sans doute l'événement le plus frappant, le plus marquant pour notre génération. Je me dis souvent que c'est un peu comme notre guerre du Vietnam, que c'est quelque chose qui est en train de réveiller les consciences de la jeunesse, et ce, pas qu'en France, mais à l'échelle planétaire. Et quelle que soit d'ailleurs des fois la classe sociale, puisqu'on voit des jeunes qui étudient à Harvard se mobiliser, tout comme des jeunes qui ne font même pas d'études de ma circonscription qui sortent manifester pour la Palestine. On retrouve toute la jeunesse du monde, mais même pas que dans les pays occidentaux. Il y a aussi en Corée du Sud, il y a aussi en Afrique du Sud, il y a aussi au Bangladesh, dans le monde entier, une jeunesse humaniste qui défend, qui veut croire que le monde peut encore apporter la justice, l'équité, la vérité, se mobilise en ce moment, et ça me donne énormément d'espoir, car notre génération, ce qu'elle apprend aujourd'hui, c'est le cynisme à l'état pur, puisque c'est le premier génocide. C'est pas qu'il n'y a pas eu d'autres massacres, c'est pas même qu'il n'y en a pas encore en ce moment même, comme par exemple en RDC. C'est que ce qui est spécial avec Gaza, au-delà de l'histoire de ce conflit, c'est que c'est le premier génocide dont les victimes se filment en temps réel et auquel vous accédez aux images, en fait. Et ça change tout, parce que vous ne pouvez pas oublier une fois que vous avez vu ce que vous avez vu. Ils accusent les réseaux sociaux de ce qu'ils sont eux-mêmes, c'est-à-dire un monde où il y a un gouffre énorme entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, entre ce que l'on prétend être et ce que l'on est, qu'il y a les filtres et qu'il y a la vraie vie. L'Union européenne, clairement, elle se cache derrière le filtre démocratie. Elle se cache derrière les hashtags droits de l'homme, tout en tolérant et en permettant, et ça a été dit, que ce génocide continue,
non seulement que 2 millions de Gazaouis soient affamés, que plus de 400 000 morts, on n'arrive même plus à les compter, entre 200 000 et 400 000 Gazaouis soient décédés ou des bombardements ou des suites de la faim ou du manque de médicaments à Gaza, mais aussi que cette guerre s'étende dans toute la région, puisque maintenant le Liban est attaqué, le Yémen est attaqué, l'Iran riposte et la guerre est désormais déclarée entre l'Iran et Israël. Ils tolèrent ça, ils tolèrent que Hunger Games, qui n'était qu'un film de divertissement, devienne une réalité dans nos téléphones, que nos feeds Instagram ou TikTok alternent entre des vidéos de chatons et des vidéos d'enfants qui meurent. Et ils nous montrent surtout qu'en fonction de qui sont les bourreaux et de qui sont les victimes, leurs algorithmes changent. Qu'on peut commettre un génocide en se revendiquant du camp du bien. Qu'on peut affamer 2 millions de personnes au nom de la démocratie. Et oui, nos élites, notre démocratie française, notre gouvernement aujourd'hui, macroniste, illégitime, et j'y reviendrai à plus d'un point. Et je le dis, il a déjà perdu son dernier Instagram de dignité quand il a inventé ce qu'ils appellent le génocide collatéral à Gaza. Il n'y a pas de génocide collatéral. Il y a des gens qui souffrent et il y a une élite indigne du rôle qu'elle est censée assumer auprès des victimes directes, mais auprès de toute notre génération et de vous ici présents, car vous méritez qu'on vous donne confiance dans l'humanité. Vous méritez de croire qu'il est possible qu'un monde soit meilleur et qu'on ne laisse pas des enfants mourir dans l'indifférence. Et c'est cette promesse-là, la plus importante des promesses, qui sont en train de tuer pour toute la génération, les nouvelles générations françaises et françaises, et on ne leur pardonnera jamais. Comme je le disais, Gaza, mais aussi effectivement le changement climatique, ce sont des événements pour moi qui ont des rapports, qui ont des liens, parce qu'en fait, ils montrent à toute une jeunesse, à l'échelle donc planétaire, je l'ai dit, que si elle ne prend pas les choses en main, les élites qui sont en place emmènent le monde vers la catastrophe, que ce soit évidemment la catastrophe climatique ou la potentielle troisième guerre mondiale, dont on ne sait pas exactement quand elle va se déclencher. Ils ne peuvent plus faire semblant, puisque les élites ne font même plus semblant de travailler pour la morale, et ça c'est vraiment ce nouveau phénomène qui se passe avec Gaza, puisque personne ne se cache plus, puisque les élites ne font même pas semblant d'avoir un minimum de respect, d'empathie pour la vie humaine. Les élites deviennent de fait irrespectables, et la jeunesse n'est plus obligée de les respecter. Et ce n'est pas en rétablissant le service national universel pour essayer de reprendre une autorité sur la jeunesse qu'ils y arriveront, parce que qui dit autorité dit respect. Et pour être respecté, il faut être respectable. Et c'est ça qu'ils n'ont toujours pas compris. La jeunesse est la seule à pouvoir changer les choses ici et ailleurs. Et ce qui est aussi intéressant dans le discours que souvent on porte sur la jeunesse dans les sphères de pouvoir, c'est de dire que l'idéalisme de la jeunesse, c'est le fait qu'elle ne se résout pas à vivre dans un monde qu'elle trouve injuste, que l'idéalisme de la jeunesse serait un défaut, serait quelque chose issu d'une immaturité, quelque chose qui est amené à disparaître avec l'expérience et la sagesse, et qu'en fait ce serait quelque chose dont le monde peut se passer. C'est exactement l'inverse. Parce que ce soit pour la question climatique ou que ce soit pour la question de Gaza et du Proche-Orient, si les choses atteignent un point aussi catastrophique, c'est justement à cause de leur cynisme. C'est justement à cause de leur cynisme. Le monde est en train de courir à sa perte à cause du cynisme. Et la jeunesse est essentielle au monde, car elle défend les valeurs qui nous sauveront tous. Parce qu'en se disant toujours « c'est pas notre combat », aux autres de faire le premier pas. Ce sont les autres qui souffriront en premier de cette situation. On oublie que ça finit toujours par nous revenir en boomerang. C'est évidemment le cas du climat. Je ne vous fais pas un dessin, vous comprenez bien qu'on est aussi touché et que ce sera de plus en plus le cas. Mais évidemment, c'est aussi ce qui se passe au Proche-Orient. Et les mêmes qui, il y a quelques mois, vous disaient c'est un conflit dont il ne faut pas se mêler, les Françaises et les Français, ils ont d'autres problèmes. Les mêmes viendront pleurer quand le prix de l'essence aura explosé x3, parce qu'en fait, malgré leur racisme, ils ne se rendent pas compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, on achète notre pétrole où ça ? Eh bien, au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Et après, ils viendront expliquer aux Françaises et aux Français qu'ils ne peuvent plus aller travailler parce que le plein d'essence est passé à 3 € le litre, qu'ils ont voulu rien faire pour maintenir la paix et pour sauver des vies innocentes jusqu'à ce que la situation pourrisse tellement
que les classes populaires et les classes moyennes en France en souffrent aussi au quotidien dans leur porte-monnaie. Tout ça, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'issue sans idéalisme, sans fraternité, sans solidarité. Et partout dans le monde, cette jeunesse, elle le montre, elle est courageuse, elle est fraternelle, elle est belle. C'est pour ça qu'elle fait peur à l'élite. Et je voudrais revenir quand même sur ce qui s'est passé avec les élections, ça a été dit. Donc Macron, depuis 2 ans, il a continué d'être plus une relation toxique qu'un président de la République. Sa dernière prouesse, là, c'est carrément Marie-Antoinette 2.0. Donc il fait des élections parce qu'il est absolument urgent que le peuple se prononce. Et finalement, il décide de prendre 2 mois pour magouiller dans son coin et nommer un gouvernement illégitime qui est son propre gouvernement, alors qu'il a perdu les élections. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez du coup qu'il a fait, qui était de geler les inscriptions sur les listes électorales. Qui vous pensez que ça visait, ça, en premier lieu? Voilà, notamment les étudiants. Notamment les étudiants. Il a dit « je dissous, mais c'est trop tard pour s'inscrire ». Voilà, donc en fait, c'est bien la preuve qu'il a peur de votre vote. Et je voulais finir là-dessus, parce que, vu ce qui se passe, on entend aussi beaucoup une résignation sur la question électorale, de se dire « on a voté, le nouveau Front populaire, il est arrivé en tête, il passe en force, à quoi ça sert de voter ?» Donc déjà, dites-vous que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire, parce qu'il ne rêve que de ça. Votre résignation et votre désespoir, c'est son assurance vie. Il a été allé jusqu'à geler le corps électoral et à ne pas laisser la possibilité aux jeunes de s'inscrire à cette élection cruciale pour ne pas perdre le pouvoir. Si vous lui donnez ce service, si vous lui rendez ce service, vous le laissez gagner. Déjà, c'est une première chose. Mais au-delà de ça, au-delà d'une question de fierté, c'est qu'en plus, on est en train de gagner ce pays. Parce que la jeunesse, et on ne l'a pas assez dit, et on ne vous a pas assez remercié, on ne sait pas assez remercier, c'est la jeunesse qui a le plus augmenté sa participation aux urnes à cette élection. C'est les 18-24 ans qui sont le plus allés voter. Cette jeunesse qu'on dit non conscientisée, elle a déboulé en masse et pour la première fois dans les urnes pour une législative, et ils ont peur de ça. Ils ont peur de ça. Désormais, plus d'un jeune sur 2 va voter. Ce n'était pas du tout le cas avant. Il y a 2 ans, ce n'était même pas un jeune sur 3. Mais ça veut dire qu'il y a encore une personne dans votre entourage qu'il faut convaincre. Peut-être qu'elle était juste mal inscrite, comme c'est arrivé à beaucoup. Peut-être qu'elle s'est juste dit à quoi bon. Mais on a tous ce rôle, parce qu'il va y avoir des élections sans doute prochainement, sans doute très prochainement. Et voilà, on a gagné une manche et on va la gagner cette bataille. Pour gouverner, c'est simple, il nous faut 289 députés. Et on va les avoir, et ça va reposer sur vous. Ça va reposer sur vous, et on va y arriver. 289 députés pour mettre en place toutes les mesures dont lui va vous parler, parce qu'on en a beaucoup de mesures. Mais voilà, juste un dernier message d'espoir. Le système, rappelez-vous ça, même quand vous avez des coups de mou, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes déprimé. Moi aussi, quand je faisais mes études, j'ai fait une dépression, tout simplement. Voilà. Rappelez-vous que le système fait tout pour qu'on se sente seul. Mais qu'on n'est pas seul, qu'on est des millions. On n'est pas seul, on est des millions. On n'est pas seul, on est des millions. Comment ça va, Rouen ? Merci beaucoup pour vos applaudissements, merci beaucoup pour vos marques d'affection. Je pense qu'elles me touchent le cœur, je pense qu'elles touchent le cœur d'Alma aussi, et j'aimerais vous rendre l'appareil. J'aimerais vous rendre l'appareil parce que je sais qui est-ce que j'ai devant moi. J'ai des étudiantes, des étudiants précaires qui, le soir de la dissolution, ont eu peur. Vous avez eu peur parce que vous avez vu ces 27 sondages qui donnaient l'extrême droite gagnant dans notre pays. Vous avez eu peur parce que pour beaucoup d'entre vous, ce vote, cette élection législative, c'était une question de survie. Et alors que la peur était en train de gagner la jeunesse, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le soir de la dissolution, des milliers de jeunes se sont rassemblés place de la République à Paris. Et ils ont dit, maintenant, les partis de gauche, vous arrêtez les conneries. Maintenant, vous faites l'unité et sur la base d'un programme de rupture qui change la vie. Et 4 jours plus tard était né le nouveau Front populaire.
4 jours plus tard. Et après ce moment-là, on a vu arriver dans les groupes d'action des milliers de jeunes qui faisaient leur premier tractage, qui faisaient leur premier porte-à-porte, qui convainquaient les amis, la famille, les abstentionnistes, les gens de droite, qui convainquaient tout le monde et qui disaient « il faut voter pour le nouveau Front populaire ». On a vu une forme d'auto-organisation de la jeunesse qu'on n'avait jamais vue. Les édites. Merci pour les édites. On a vu les édites. Et alors que l'obscurité était en train de gagner la France, le soir du 7 juillet, la lumière. Le nouveau Front populaire arrive en tête des élections législatives. Et c'est un moment dont je me souviendrai toujours parce qu'au moment où moi-même je suis en train de jouer ma réélection, je regarde la télé, je vois les résultats et je repense à tout ça, je ressasse. Je me rappelle de ces milliers de jeunes sur la place de la République. Je me rappelle de ces milliers de jeunes qui ont participé à la campagne. Je me rappelle de tout ce qui a été fait. Je me rappelle que c'est la jeune génération qui a convoqué le nouveau Front populaire. Je me rappelle que c'est la jeune génération qui a fait gagner le nouveau Front populaire. Je me rappelle donc que c'est à cette jeune génération qu'appartient le nouveau Front populaire. Et franchement, pour moi, le député insoumis arrivé à 21 ans, c'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée en politique. Donc c'est vous que je veux applaudir et c'est vous que je remercie. Vous avez fait quelque chose d'absolument incroyable. Merci à vous. Puis après, Michel Barnier. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve avec Michel Barnier? Écoutez, cette élection législative, c'est un peu comme une commande Vinted. Vous avez commandé Lucie Casté. Moderne, efficace, qui plaît à tout le monde, hein. Vestimentairement, réussir à mettre d'accord des écolos et des socialistes, entre le sarouel et la cravate, il y a tout un monde, hein. Non, Lucie Casté. Vous commandez Lucie Casté sur Vinted et vous recevez Michel Barnier. Vieux vêtements, usés, passés par de nombreuses mains. Sérieusement démodé. Et alors là, vous regardez le colis et vous vous rendez compte que vous vous êtes fait arnaquer par Amazon. Voilà ce qui s'est passé dans cette élection législative. Parce que maintenant qu'on prend du recul, on peut se le dire, les camarades, vous pensiez pas qu'ils allaient nous laisser prendre le pouvoir aussi rapidement. Quelques jours après l'élection législative, Emmanuel Macron a reçu un cartel de patrons paniqués. Il a reçu Bernard Arnault, imaginez l'état du monsieur. Il a reçu Elon Musk. Il a reçu le PDG de Coca-Cola, de Airbnb, de Samsung, de Carrefour, d'ArcelorMittal. Et il leur a dit, ne vous inquiétez pas, la politique économique du pays ne changera pas. Par cette élection et par cette phrase, on arrive au cœur de ce qui va situer le combat pendant le XXIe siècle. Parce que pour ces gens-là, il y a une loi suprême, une loi qu'on ne peut pas transgresser. C'est la loi du marché. Et la loi du marché, elle interdit que la politique intervienne dans l'économie. Et en face de la loi du marché, vous avez la démocratie. La démocratie qui dit que le peuple a la souveraineté pleine et entière dans tous les domaines. Si le nouveau Front populaire a gagné les élections, c'est parce qu'il voulait l'augmentation des salaires, le retour de l'ISF, la retraite à 60 ans, le partage des richesses. Et si le nouveau Front populaire n'a pas été nommé, n'en déplaise au maire de Rouen qui ne comprend rien à rien, Bernard Cazeneuve sans rire. Si le nouveau Front populaire n'a pas été désigné, c'est précisément parce qu'on allait faire l'augmentation des salaires, parce qu'on allait faire l'abrogation de la réforme des retraites, parce qu'on allait faire le retour de l'impôt sur la fortune, parce qu'on allait taxer les super profits, parce qu'on allait faire le partage des richesses. Voilà pourquoi ils nous ont pas mis là. Le vol de cette élection, c'est une question de lutte des classes. Rien de plus, rien de moins. La bourgeoisie vous a volé la démocratie parce que vous appartenez au peuple, parce que vous appartenez au prolétariat. Vous avez des intérêts qui sont contradictoires avec les leurs. Et la lutte des classes, on l'a fait par tous les moyens qu'on possède, tous les moyens utiles et imaginables, y compris les moyens légaux. Donc, c'est Léon Blum. C'est du Léon Blum. Que Macron soit un capitaliste, sincèrement, personne n'est étonné, tout le monde était au courant. Mais par contre, il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut bien retenir que si jamais Barnier a pu s'installer, c'est parce qu'il y a eu un accord Macron-Le Pen. Et que Marine Le Pen, si elle a fait cet accord, c'est précisément pour empêcher l'augmentation des salaires, elle est contre. C'est précisément pour empêcher la retraite à 60 ans, elle est contre.
C'est précisément pour empêcher la taxe sur les super-profits, elle est contre. C'est précisément pour empêcher le retour de l'ISF, elle est contre. C'est précisément pour empêcher le partage des richesses et les moyens dans les services publics, puisqu'elle est contre. Donc là, il y a une leçon stratégique à tirer de cette élection. Si jamais la jeunesse et les quartiers populaires ne votent pas, alors vous donnez raison aux 27 sondages qui donnaient l'extrême droite gagnante. Mais si jamais la jeunesse et les quartiers populaires votent plus, parce qu'il y en a encore plein qui n'ont pas été votés, alors à partir de ce moment-là, nous sommes majoritaires. Ni Macron, ni Le Pen, ni le cartel des PDG ne sera en capacité d'empêcher la lutte des classes qui est en cours. Et on la fera la retraite à 60 ans. On la fera l'augmentation des salaires. On la fera le partage des richesses. Et quand je vous dis que la question du rapport entre la loi du marché et la démocratie est la question centrale dans le siècle, je pèse mes mots et je vais vous en donner un exemple. Le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, c'est l'enjeu du siècle, c'est l'enjeu du millénaire, c'est l'enjeu de l'humanité. Les prévisions prévoient qu'on aille à 3 ou 4 degrés. Il n'y a jamais eu autant de projets pétroliers en construction. Le marché du pétrole n'a jamais été aussi bien. Et à chaque fois, chaque année, on voit s'avancer le jour du dépassement. C'est le jour où on prend plus à la Terre que ce qu'elle est en capacité de restituer en un an. Il faut être extrêmement lucide et réaliste. Le jour du dépassement se rapprochera du début de l'année chaque fois qu'on continuera dans une logique capitaliste et dans le système de croissance. Parce que précisément, la logique capitaliste et la logique du système de croissance demandent à ce qu'on produise toujours plus, pour qu'on fasse consommer toujours plus, et que l'argent qu'on a récupéré, on le réinvestisse dans une nouvelle production, dans une nouvelle consommation, de la publicité, de l'achat. Ça dure seulement 1 à 2 ans ce que vous achetez, mais c'est pas grave, ça vous permettra de racheter derrière. Et tout ça, ce n'est pas compatible avec l'équilibre de la nature, avec ce qui est encore au-dessus de la loi du marché, la loi naturelle. Le monde, parce qu'on parle du jour de dépassement, mais le monde, la loi naturelle, ne fonctionne pas comme un crédit. C'est pas vous prenez 100 € et vous espérez le rembourser après. Non, c'est organisé de manière beaucoup plus complexe que ça. Ça fonctionne avec des écosystèmes. C'est-à-dire que vous avez des composantes vivantes, des composantes non vivantes qui interagissent entre elles, et tout ce processus se répète, et tout ça, ça mène à un équilibre. Et ces écosystèmes, ils existent à toutes les échelles. Je vous parle d'un écosystème dans un marais, dans une forêt, vous voyez de quoi je parle, on l'a étudié en primaire. Mais à toutes les échelles, il existe des écosystèmes. Et c'est là où je veux rappeler quelque chose d'un grand penseur qui s'appelle Marx. Parce que Marx parlait de la nature comme d'un métabolisme. Et je trouve que l'image marche très bien. Mais j'aimerais compléter quelque chose. Tout le monde sait, si jamais je vous dis qui produit la richesse, tout le monde sait que ce qui produit la richesse, c'est la force de travail des travailleuses et des travailleurs. Tout le monde connaît ça. Mais personne ne sait quelle est la suite de ce que disait Marx. Et c'est important de le rappeler. Ce qui produit la richesse, c'est la force de travail des travailleuses et des travailleurs et ce que la nature est en capacité de lui donner. Et c'est là où vous arrivez à la clé. Au-dessus de la loi du marché, il va falloir instaurer une loi de la restitution, une règle verte. C'est-à-dire qu'il ne sera pas possible de prendre plus à la nature que ce qu'elle est en capacité de restituer. Et à partir du moment où vous dites ça, vous changez absolument tout. Parce que chaque fois que vous parlez de ça, vous vous retrouvez toujours avec le même, 60 ans, 70 ans qui arrive, costard, cravate. Moi, j'ai travaillé dans la finance. Et je te dis, c'est pas possible. Vous tombez face à ce pédant d'école de commerce qui pense tout connaître, vous tombez sur ce type étrange qui vous appelle jeune auto-entrepreneur sur TikTok, et tous ces gens vous disent « Mais ce que tu dis n'est pas possible !» Eh bien, vous pouvez les regarder droit dans les yeux, la tête haute, et leur dire « Écoute-moi bien, qui est utopiste ? Entre toi qui prône un système de croissance sur un monde aux ressources limitées qui va nous faire atteindre 3 à 4 degrés, ou nous qui cherchons des solutions pour essayer de sortir du pétrin dans lequel vous nous avez mis. C'est eux les utopistes, c'est vous les réalistes. Donc oui, on va tout changer, parce que c'est le siècle du changement. Nous sommes réalistes, parce que si jamais on continue sur la trajectoire dans laquelle nous allons, on va avoir des canicules dans lesquelles les personnes âgées ne pourront pas survivre. L'eau va devenir une ressource de plus en plus rare. L'agriculture ne sera plus possible. Alors vous pouvez les regarder droit dans les yeux et leur dire « Oui, on va collectiviser l'eau, parce que l'eau est un bien commun.
On a un problème aujourd'hui avec l'eau, ça va devenir une ressource rare. Un tiers de toute l'eau qui circule dans les canalisations, elle est perdue, parce que les canalisations ne sont pas entretenues. Eh bien, à partir du moment où vous collectivisez l'eau, où vous en faites un bien commun, vous avez 25% de tout l'argent qui ressort grâce au système d'eau que vous pouvez investir dans la rénovation des canalisations. Pourquoi ? Parce que vous ne le distribuez plus dans les marges. Donc oui, on va aller prendre dans les marges des actionnaires pour aller préserver la ressource naturelle de l'eau. Vous pouvez les regarder droit dans les yeux et leur dire « Oui, on va changer le modèle agricole. Oui, on a besoin de 300 000 à 400 000 agriculteurs de plus. » Parce que ce n'est pas possible que nos agriculteurs soient mis dans un système, et c'est sur ça que Marx basait toute sa critique du capitalisme sur l'écologie. Ce n'est pas possible d'avoir un système dans lequel vous demandez d'aller toujours plus rapidement, d'aller toujours plus vite, d'aller toujours plus, alors que vous avez un écosystème qui, lui, a son propre rythme. Alors, pour être en capacité de faire en sorte que nos sols et que notre agriculture soient en phase avec les rythmes de la nature, ce qui est une question de survie, on va arrêter les importations du Brésil, de la Nouvelle-Zélande, on va créer un ministère de l'alimentation et on permettra à tous les agriculteurs de vivre de leur travail et on le fera en partageant les marges de l'industrie agroalimentaire qui a profité des guerres pour faire une inflation qui était totalement injustifiée. Oui, être écologiste, c'est le pragmatisme, c'est la seule solution que nous avons. Et quand j'entends Michel Barnier parler pendant 10 très longues minutes d'écologie, j'ai 3 questions à poser au Premier ministre. Question numéro 1. Comment pouvez-vous dire que l'écologie est votre priorité alors que vous baissez le budget de l'écologie ? Deuxième question. Comment pouvez-vous dire que vous allez lutter contre le dérèglement climatique alors que vous allez diminuer les investissements publics qui sont essentiels pour transformer notre production ? Mais ma 3e question, pour savoir si c'est vraiment un écologiste. Monsieur Barnier, êtes-vous un capitaliste ? Parce que si jamais vous vous dites écologiste mais capitaliste, à la limite, vous pouvez être jardinier. Parce que l'écologie sans anticapitalisme, c'est du jardinage. Je vous invite vraiment, si vous avez du temps à perdre et du mal à vous faire, à écouter le discours de politique générale de Barnier. Écoutez, nous, on était dans l'hémicycle, on a essayé de faire bonne figure, mais qu'est-ce que c'était long. On a tenu 5 minutes avant de sortir un truc, les cartes électorales, vous avez bien aimé ? Une idée de Manuel Bompard, il est vraiment chouette. Barnier n'a pas parlé une seule fois de la jeunesse de tout son discours de politique générale. Il n'a pas parlé une seule fois de la jeunesse. Il n'a pas parlé une seule fois de ces lycéens qui sont en train d'organiser un mouvement exceptionnel pour essayer de réorganiser les emplois du temps surchargés. Alors je sais qu'en disant ça, je vais avoir les boomers habituels qui vont me dire « Oh, il faut arrêter de surcharger les emplois du temps des lycéens, et puis quoi encore, plus de frites à la cantine ?» N'écoutez pas ces boomers, ils veulent rien comprendre, ils sont pas concernés, on leur demande pas leur avis. Non, moi ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de parler à ces lycéens. Et j'ai envie de leur dire qu'ils sont en train de faire quelque chose d'absolument exceptionnel. Parce qu'ils sont en train de poser la question qu'on a arrêté de se poser depuis des décennies, quel est le rôle de l'école ? L'école, c'est censé être le socle de la société, c'est censé être le pilier de la République. Mais si jamais je demande à chacun ici quel est le rôle de l'école, personne n'aura la même réponse. Beaucoup de personnes n'auront même pas de réponse. Et c'est la preuve qu'il y a un problème. Alors moi, je vais vous dire ce qu'est l'école actuellement. Pour moi, c'est une institution qui est dangereuse pour la santé mentale des lycéennes et des lycéens. Et je vais désigner un responsable dans ce qui est devenu cette institution, il s'appelle Gabriel Attal. Parce que Gabriel Attal, il était secrétaire d'État à la jeunesse au moment où ils ont fait les réformes du lycée et les réformes du bac. Une réforme dans laquelle chaque contrôle compte, puisque chaque note compte pour le baccalauréat et pour Parcoursup. Gabriel Attal, c'est celui qui a fait Parcoursup. C'est celui qui a créé ce système dans lequel on met en compétition des adolescentes et des adolescents de 8h à 18h, où chaque note compte, où si jamais vous ratez, c'est la formation, la vocation, le métier de votre vie que vous loupez. C'est un Hunger Games malsain, et il va falloir l'arrêter immédiatement. Et c'est pourquoi... je vous invite, comme moi, à chaque fois que vous voyez une pétition, à chaque fois que vous voyez une manifestation, à chaque fois que vous voyez un blocage de lycée de ces lycéens qui essaient de repenser le rôle fondamental de l'école, qui essaient de dire que c'est à eux-mêmes de choisir leur vocation, parce que c'est eux qui veulent avoir plus de temps pour aller dans les assos, pour faire de la pratique sportive, de la pratique culturelle. Ces gens-là sont plus citoyens que les membres du gouvernement et pour ça, ils doivent être soutenus. Soutien total et inconditionnel au mouvement lycéen pour la réorganisation des emplois du temps.
Michel Barnier n'a pas non plus parlé de précarité étudiante et je vais vous le dire très franchement, je commence à en avoir ras-le-bol. Parce que à chaque fois qu'Emmanuel Macron nomme un Premier ministre ou une Première ministre, je préférais l'oublier, là, une Première ministre, malheureusement elle fait des 49.3 dans mon cerveau en permanence, à chaque fois, ces gens ne parlent pas de précarité étudiante. À chaque fois, ça n'existe pas. Pendant le Covid, la précarité étudiante n'était pas à sujet. La précarité étudiante n'existait pas. Alors que précisément, on a besoin aujourd'hui d'avoir une politique en faveur des étudiants. Là, dans l'université de Rouen, je vous parlais d'écologie tout à l'heure, il va falloir faire des économies d'énergie. Avec les passoires thermiques que vous avez, vous croyez qu'on va pouvoir réussir à lutter correctement contre le dérèglement climatique? J'ai été visiter quelques crousses autour. Il y a des chaises qui sont cassées. Je veux dire, les universités publiques françaises ne sont même pas en capacité de racheter des chaises. Et sur ce qui est de la précarité étudiante, c'est-à-dire de votre compte en banque, de votre porte-monnaie, ne croyez pas qu'ils vont changer quoi que ce soit. Déjà, premièrement, parce que vous ne votez pas pour eux. Mais très clairement, c'est des gens qui font des calculs malheureusement assez cyniques. Mais en plus de ça, parce qu'à partir du moment où ils vont vous donner un truc, vous allez essayer d'attraper tout le reste. Parce que, imaginons par exemple, vous vous battez, vous réussissez à obtenir le repas à 1 euro. Le repas à 1 euro, c'est bien, mais est-ce que ça va fondamentalement changer votre vie? Est-ce que ça va changer la facture d'électricité? Est-ce que ça va changer le prix des courses pour le soir? Est-ce que ça va changer le prix de l'essence pour celles et ceux qui ont la bagnole? Le loyer? Est-ce que ça va changer toutes les dépenses quotidiennes que vous avez et que vous ne pouvez pas assumer? Non. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas assumer ces dépenses? Parce que vous vous retrouvez dans la même situation dans laquelle se trouvaient les personnes âgées à l'époque où il n'y avait pas de système de retraite. C'est précisément la même situation. À l'époque où il n'y avait pas de système de retraite, après que les gens aient travaillé toute leur vie et qu'ils aient un salaire qui leur permettait seulement d'assurer les dépenses quotidiennes, quand ils ne pouvaient plus travailler parce que le corps ne pouvait plus assumer la charge, ils devaient aller vivre chez le fils, chez la fille. Parfois même, il n'y avait pas le fils ou la fille et ces gens étaient dans la rue. Et on avait des millions de personnes âgées qui étaient pauvres et dépendantes parce que les familles elles-mêmes n'étaient pas en capacité de donner suffisamment pour que les personnes âgées puissent vivre. Et puis on a fait le système de retraite grâce à Ambroise Croizat, un grand camarade que je salue, qui n'est plus de ce monde, mais qui vit encore dans nos esprits. Et je vous invite à faire exactement la même chose que ce qu'a fait Ambroise Croizat. C'est-à-dire de sortir de la solidarité familiale pour passer à la solidarité sociale et nationale. Parce que si vous êtes dans cette situation de précarité, c'est pas que vous l'avez choisi, c'est même pas que vos parents l'ont choisi. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, il y a des parents qui bossent très très dur pour essayer de financer vos études. Mais où est-ce que vous voulez trouver? Vous avez des parents qui bossent au SMIC et ils ne peuvent pas avoir mieux comme salaire. Parce qu'aujourd'hui, l'économie est escalée à cause d'Emmanuel Macron. Donc quand je dis qu'il faut sortir de la solidarité sociale et nationale, c'est permettre à tous les étudiants d'avoir un revenu qui leur permette de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Et pourquoi? Parce que tant que vous ne faites pas ça, vous ne touchez pas au fondement de l'injustice de l'université. C'est-à-dire ces étudiantes et ces étudiants qui bossent à côté de leurs études, y compris pendant les partiels, et qui ensuite s'assoient dans l'amphithéâtre au moment d'écrire, à côté de ce gosse de Bourges, qui lui a eu tous les moyens pour pouvoir faire des études, et qui lui ensuite, parce qu'il a eu plus de temps que vous pour pouvoir étudier, aura une meilleure note, et ensuite plus tard, du haut du perchoir de l'Assemblée ou du plateau de BFM TV, viendra vous parler de méritocratie. La méritocratie réelle, elle est par le revenu étudiant. Et puisque je sais que tout le monde n'est pas d'accord dans cette salle, et c'est une bonne chose parce que venez vous éduquer, j'en entends qui diront « Oui, mais attendez, avec vos trucs c'est bien joli, mais tout le monde va payer plus d'impôts. Ça va faire plus d'impôts pour les Français. » Bon. Qui disent « Oui, mais si le nouveau Front populaire va passer, va y avoir plus de dépenses publiques, donc on va payer plus d'impôts. » Que les choses soient claires, vous n'êtes pas riche. Non, vraiment, si même vous êtes libéral et vous considérez que les choix égoïstes doivent guider vos choix dans la société, égoïstement, vous avez intérêt au nouveau Front populaire. Pourquoi? Parce que le nouveau Front populaire va mettre en place un bouclier fiscal populaire. C'est-à-dire qu'en dessous de 4 000 €, soit 92% des Français, vous allez payer moins d'impôts. Alors il y a des gens qui disent, très bien, mais où est-ce que vous allez aller chercher les impôts? J'ai une très bonne réponse pour vous. Les 500 plus grandes fortunes. Écoutez, moi je pense qu'avec tout le monde qu'il y a dehors, là, on doit être à peu près 500 autour de cet amphithéâtre. Imaginez, si nous, à 500, on possédait 45% des richesses du pays. Eh bien, c'est ce que possèdent les 500 plus grandes fortunes. Pendant que dans le même temps, vous avez 11 millions de pauvres en France. Voilà où est-ce qu'on va aller chercher le pognon. Et même pour les personnes qui auraient 5 000, 6 000, 7 000 euros, ces gens, elles y ont intérêt pour une raison très simple, c'est qu'elles vont arrêter de payer les médicaments. Parce qu'aujourd'hui, les médicaments sont payants. Elles vont arrêter de payer les fournitures scolaires à la rentrée. Elles auront des routes de qualité. Elles auront une adaptation face au dérèglement climatique. Et même si ces gens s'en foutent de ça,
Se foutent de savoir pourquoi est-ce qu'on devrait faire une politique sociale par le bouclier fiscal populaire et le partage des richesses. Pour les personnes que je n'ai pas encore convaincues dans cette salle, un jour peut-être que vous serez parents. Et au moment où vous serez parents, vous marcherez avec votre gosse. Et votre gosse vous posera cette question que nous-mêmes on a tous posée un jour. Pourquoi cette personne, elle dort dehors? Pour une raison très simple. Parce qu'il y a des personnes qui refusent de faire le partage des richesses. Avec le bouclier fiscal populaire, non seulement on permettra à toutes et tous de pouvoir étudier et vivre avec dignité, mais aussi on fera en sorte que plus personne ne dorme dans la rue. Voilà pourquoi est-ce qu'on va faire ça. Donc oui, on va augmenter les impôts, et tout le monde y a intérêt. Je fais exprès de prendre plein de sujets transversaux sur lesquels je sais qu'on est capable de trouver un consensus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. C'est tellement évident qu'il faut faire le programme du Nouveau Front Populaire, pourquoi est-ce que les gens ne votent pas Nouveau Front Populaire? Je vais vous donner une réponse très simple. Parce qu'ils ont trouvé l'arme qui permet de diviser le peuple. Cette arme, elle s'appelle le racisme. Et il y a un problème de racisme aujourd'hui en France. Et si vous voulez une illustration du racisme en France, du soutien de l'État dans l'avancée du racisme en France, on va parler des ministres de l'Intérieur. Parce que j'ai regardé la liste. Vraiment, les ministres de l'Intérieur, c'est devenu la Ligue des champions du racisme. Chaque année, le niveau, il augmente. D'abord, c'est Valls. Puis après, c'est Darmanin. Et là, maintenant, on a Retailleau. Voilà, xénophobie, islamophobie, racisme, sexisme, transphobie. Retailleau, c'est quelqu'un qui assume tout. C'est Donald Trump dans le corps de Gérald Darmanin. Je vais vous faire une liste, parce que Retailleau, c'est vraiment l'archétype du bourgeois d'extrême droite. C'est le fils d'un négociant en grains qui a fait sa scolarité dans le privé ultra sélectif. Longtemps proche parmi les De Villiers, c'est ce type qui vous parle de méritocratie. Il a été metteur en scène de la cinécénie du Puy du Fou pendant 15 ans. Niveau idéologie, on parle d'un ministre de l'Intérieur qui parle d'une politique de civilisation contre l'islamisme et le wokisme. Il parle de vous. La rhétorique classique de l'extrême droite qui prône le choc des civilisations. Je vous fais un inventaire. En 2013, il s'oppose au mariage pour tous. En 2016, il s'oppose à la proposition de loi contre le délit d'entrave à l'IVG. Il le fait au nom de la liberté d'expression. En 2024, il s'oppose à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. En 2021, il est à l'origine de l'adoption d'une résolution non contraignante au Sénat assimilant antisionisme et antisémitisme. Toujours en 2021, il vote contre l'interdiction des thérapies de conversion. Fin 2022, en plein pendant l'affaire Lola, il propose un délit de non-assistance à Français en danger. En 2023, il déclare dans le contexte des révoltes à la suite de l'assassinat de Naël que pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Ce week-end, Retailleau a soutenu publiquement l'interdiction du voile pour les employés d'une association de Nancy. Et sur une note plus légère, le 2 juillet 1997, il triche à Interville. Je veux qu'on fasse passer un message. Parce que, paraît-il, M. Retailleau voit très très mal cette tournée des facs. Je veux qu'on fasse passer un message à M. Retailleau. Les racistes, les sexistes, les homophobes, les transphobes et les tricheurs à Interville n'ont rien à faire à Beauvau. Et on compte bien le dégager. Voilà, faites-nous passer le message. Les renseignements généraux se chargeront de lui passer le message. Et j'aimerais terminer sur une autre chose avec M. Retailleau, dont je n'ai pas parlé, mais c'est quelqu'un qui disait que M. Retailleau disait que la France était de culture judéo-chrétienne. Je trouve ça extrêmement grave, mais je pense surtout que c'est un homme qui manque de culture. Et je veux détruire ce concept de France judéo-chrétienne parce que ça n'a aucun sens. Déjà, France chrétienne, catholique ou protestante ? Parce que si ces gens avaient un peu de culture historique, ils sauraient que de 1562 à 1598, c'était les guerres de religion entre catholiques et protestants. Et heureusement, on est sorti de ces guerres de religion. Heureusement, il y a eu l'édit de Nantes. Mais déjà, parler de France catholique, ça n'a pas de sens. Parce que l'histoire de ces guerres de religion. Parler de France judéo-chrétienne, je trouve que ça touche au négationnisme et au révisionnisme. Parce que, pour rappeler l'histoire de France, c'est les Juifs qui ont été expulsés 9 fois du territoire national. Il y a eu tellement de lois spéciales contre les Juifs. Quand Léon Blum
aller à l'Assemblée nationale pour être élu président du Conseil, la droite de cette époque a refusé de voter Blum parce qu'il était juif. Et j'aimerais rappeler la responsabilité de la France dans la Shoah, dans le génocide des Juifs. Donc, raconter une histoire de France dans laquelle il y aurait une harmonie judéo-chrétienne, c'est faux historiquement. Ça touche au révisionnisme, ça touche au négationnisme, mais surtout n'ayons aucune naïveté. Ce concept n'existe que pour essayer d'exclure les musulmans de notre pays. Et c'est pourquoi... Et c'est pourquoi je veux rappeler à M. Retailleau ce qu'est réellement la France en lui rappelant quelques dates. 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes demeurent libres et égaux en droit. Puis l'article qui suit, encore un peu plus loin, Antoine Léaumont me corrigerait sinon. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses. 1848, la devise de la France devient liberté, égalité, fraternité. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que c'est ça la France. La France, c'est pas une couleur de peau. La France, c'est pas une religion. La France, c'est pas un genre. La France, c'est une nation politique. La France, c'est une république. Et à partir du moment où vous êtes d'accord avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à partir du moment où vous êtes en accord avec la devise de liberté, d'égalité et de fraternité, alors vous êtes française, alors vous êtes français. C'est ça la France. Je vous ai donné des exemples très concrets de ce qu'est le racisme qui est appuyé par un mouvement de l'État. Mais j'aimerais aussi parler du racisme à l'international. Parce que je ne peux pas parler autrement de la situation qui est en train de se produire au Proche-Orient qu'en parlant de racisme. Parce que si jamais ce n'était pas des populations arabes, croyez-moi que ça fait très très longtemps que la France aurait pris une position courageuse. Je veux parler de racisme. Parce qu'on parle d'immigration à longueur de journée, on parle de migrants à longueur de journée, en oubliant de rappeler que plus de 100 000 personnes sont mortes dans la mer Méditerranée. Et croyez-moi que si jamais ces personnes étaient des immigrantes et des immigrants ukrainiens, on les accueillerait et on aurait raison de le faire. Mais s'ils sont contre, c'est seulement parce qu'ils sont africains. Oui, c'est du racisme. Et je terminerai ce moment en disant pourquoi est-ce que ce qui se passe au Proche-Orient touche tellement notre jeune génération. On est une génération qui n'a pas connu la guerre. On est une génération à qui l'école de la République a appris qu'on avait fait la République, la démocratie, l'Union européenne, l'ONU, qu'on avait créé le droit international pour éviter que se reproduisent les génocides, pour éviter que se reproduisent les guerres. Et à ce moment de l'histoire, où nous sommes en capacité d'avoir notre propre opinion et d'agir dans la politique, on est en train de voir que tout ce qu'on nous a raconté à l'école, que tout ce qu'on nous a dit qui faisait la fierté de la France, nos dirigeants n'étaient pas en capacité de l'appliquer. Notre génération est simplement en train d'essayer d'éviter de recommettre les erreurs du passé. Il n'y a que le droit international qui nous permettra de sortir de cette situation. Et ce n'est pas possible de continuer la posture de la France, qui en même temps est en train de vendre des armes à Israël et en même temps de dire « Ah non, quand même, c'est mal de tuer ». Vous imaginez, vous, quelqu'un qui donne un pistolet à quelqu'un et qui dit « Quand même, c'est un peu mal que tu tues 10 personnes par semaine ». Là, on ne parle pas de 10 personnes par semaine, on parle de plus de 1000 personnes par semaine. Et encore, les chiffres n'ont plus de sens parce qu'on n'est même plus en capacité de mesurer ce qui est réellement en train de se passer là-bas. Et disons-le aussi nous-mêmes, il y a eu tellement de morts, tellement de drames, on a vu tellement de choses que, y compris nous-mêmes, on a fini par déshumaniser ce qui se passe là-bas. On y voit juste un massacre devant lequel on se sent impuissant. Et je veux vous terminer sur ça. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas impuissant. La question du respect du droit international, la question du dérèglement climatique, la question du partage des richesses, la question du droit des femmes, la question de l'égalité des peuples, la question de la fin du racisme, ce sont des questions que toutes les jeunes générations du monde sont en train de se poser. Et chaque fois que les gens vous disent « c'est pas possible d'agir puisque ça se fait à l'échelle mondiale », prenez conscience que vous appartenez à la génération qui est dans la même prise de conscience collective et qu'ensemble, tout est possible et qu'on est dans le siècle où on va le faire,
On est dans le siècle où on va tout changer. Alors, je terminerai sur ça. J'ai le sentiment qu'il y a un air de mai 68. Et comme l'a dit un très bon camarade à moi, faites mieux.